Écoutez, bonjour, bienvenue à cette brève conférence sur les devoirs à l'école. J'ai préparé un plan de la présentation pour vous que je vais tenter de suivre. Ça va durer une vingtaine de minutes, on laissera du temps pour les questions à la fin. On peut laisser ouvert, Mathieu, par contre. Je sais qu'il y a du monde qui a du mal à arriver, ça ne me dérange pas, lui. C'est peut-être le monde qui me dit « Ouais, on peut laisser ouvert, ça ne dérange pas. » Ça va être moins pire. Donc, je vais vous parler brièvement de pourquoi un tel ouvrage, quel type de livre aussi, c'est important de comprendre que ce n'est pas un livre que j'ai voulu écrire pour des collègues chercheurs universitaires, mais c'est un livre que j'ai voulu écrire pour des praticiens, des enseignants, des parents, des directeurs d'école. Je vais vous parler de ce que dit la recherche, brièvement de motivation, de stratégie gagnante, de l'importance d'apprendre aux élèves à s'organiser, mais de leur apprendre à l'école à s'organiser, pas juste à la maison. Je vais vous parler du rôle des technologies, je vais insister beaucoup là-dessus, au sommet de l'iPad, entre autres, et quelques mots pour aider les parents aussi. Alors, pourquoi ce livre? Écoutez, il y a un débat, pas juste ici, aussi en Europe aussi, sur l'importance des devoirs à l'école. Et pour une raison que j'ignore encore, il y a beaucoup d'écoles au Québec, et puis je pourrais nommer certaines, qui ont décidé d'abolir les devoirs. Plus de devoirs. Hein? Et il y a un message qui est passé, je ne dirais pas qui, mais il était ministre de l'Éducation avant. C'est celui avant cette année qu'on parle maintenant. Comme on dit, chaque année, à tour de seconde, un nouveau ministre de l'Éducation, je ne sais pas s'il y a un lien. Mais, et des fois avec des messages qui étaient un peu contradictoires, il y a beaucoup d'écoles qui ont décidé de dire ben, finalement les devoirs c'est compliqué, etc. On abolit ça. Et moi je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que c'est bon ou c'est pas bon les devoirs? Et donc j'ai voulu regarder qu'est-ce que c'est. Quel type de livre c'est? Je vous dis tout de suite, c'est pas un livre pour les universitaires, même si j'essaie de faire le pont avec la recherche. Donc, dans le livre, je ne sais pas si elle est dans la salle ici, il y a Stéphanie que j'aurais aimé remercier, qui est bibliothécaire et qui est experte en recherche de référence, donc elle m'a beaucoup aidé. J'ai recensé un peu plus de 300 études sur la question des devoirs à l'école pour y voir plus clair. Et tout de suite, je peux vous dire que les recherches, dans 95% des cas, ça montre que ça a un impact positif. Là, je vais vous dire, ben, pourquoi tout ce travail? Mais ce travail, c'était pour quand même convaincre et quand même donner des balises, parce qu'il y a un 5%, peut-être même plus, de balises à donner pour l'encadrement des devoirs. Mais la plupart des recherches, ça montre que c'est un impact positif. Je vous dirais qu'il n'y a rien de surprenant. On vous demande de faire un effort pour quelque chose. Est-ce que tu vas t'empirer après? Ben non. Globalement, tu as beaucoup de chances de t'améliorer. Fais des mathématiques. C'est rare que tu vas avoir une moins bonne note après avoir travaillé longtemps. En général, ça n'arrivera pas. Mais malgré tout, la recherche n'est pas aussi claire que ça. C'est ce que je vais tenter de vous présenter. Donc, le livre, c'est écrit pour monsieur et madame tout le monde. Il y a des dessins dedans, des dessins qui ont été faits par un ancien étudiant à moi qui était un peu, je dis ça gentiment, délinquant. Il faisait des dessins pendant que j'enseignais. Alors, j'ai décidé de mettre à profit son talent. Il s'appelle Christian. Et donc, le livre aussi, il est rempli de tableaux, de suggestions pour faire ça vraiment pratique. Par exemple, il y a beaucoup d'enseignants qui ne savent pas trop les devoirs, c'est combien? Ben, il y a beaucoup de directeurs d'école qui ne savent pas plus, il y a beaucoup de parents qui ne savent pas plus. Alors, basé sur la recherche, j'ai fait des recommandations. 2 heures de devoirs en 4e année du primaire, non, c'est beaucoup trop. Ça ne marche pas. Hein? Ça devient une source de conflit épouvantable entre les parents, l'enfant, après ça à l'école, etc. Donc, dans le livre, il y a plusieurs tableaux comme ça pour rendre ça très simple. Ce que dit la recherche, et ça pourrait vous intéresser aussi, ben, il y a beaucoup de travaux qui sont cités, les travaux notamment de John Hattie, quelqu'un qui est de Nouvelle-Zélande, qui a fait une métasynthèse, mais quelque chose de vraiment impressionnant. Un travail, là, je dirais, et c'est son travail principal maintenant. Il a fait une métasynthèse de travaux de recherche. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé 50 000 recherches. 50 000 recherches qui touchent indirectement 250 millions d'élèves. C'est du monde, ça, quand même. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est pas de sa faute, encore une fois, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit que, globalement, ça avait un impact de 0,29. Et là, il a dit en éducation, on a plein d'options. Quand ça n'a pas un certain impact, c'est peut-être des choses qu'on devrait mettre de côté. Mais si on fait marche arrière un peu, ce qu'il a dit quand même, c'est que ça avait un impact positif et significatif. Il n'a pas dit que ça n'avait pas d'impact. Il n'a pas dit que ça avait un impact négatif. Il a dit que ça avait un impact positif. Première chose. Alors, avec une déclaration comme ça, d'une recherche, on s'entend basée sur 250 millions d'élèves, il y en a qui ont dit que les devoirs, c'est pas bon. Non, non. Les devoirs, c'est bon. L'impact, il est timide. Par contre, si on se donne la peine de regarder un peu les travaux de cette personne-là, l'impact au secondaire, wow, 0,64. C'est ce qu'il y a de presque plus important à l'école.
plus tu fais de devoirs, plus tu as des chances de bien réussir à l'école. C'est prouvé, hein, sur les 50 000 recherches qu'il a faites. Et là, je me dis, coudonc, ce qui arrive, c'est qu'au primaire, là, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et pourquoi c'est plus nuancé? Parce que les pratiques varient énormément. Mais vous êtes enseignant, vous êtes parent, vous êtes conseiller pédagogique, vous êtes chercheur. Pour préparer les élèves au secondaire, vous ne pensez pas que peut-être le primaire pourrait servir à ça aussi? Qu'est-ce qui arrive au primaire? On ne fait plus rien. Pensez-vous vraiment qu'au secondaire, l'impact de 0,64 serait là? 0,64, là, ça veut dire, on ne rentrera pas dans les détails statistiques, mais ça veut dire que l'impact est quand même très fort. Globalement, qu'est-ce qu'on reconnaît dans les recherches? On reconnaît 3 types d'impact. Un impact cognitif, on apprend plus. Un impact affectif. On apprend, hein, avec beaucoup de nuances, à aimer les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, les sciences, par exemple, pour des impacts plus affectifs. Des impacts comportementaux, on apprend à être organisé, hein, ou des fois, on apprend à l'être moins, ou peu importe. Donc, dans la recherche, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit globalement des impacts positifs chez dans la plupart des recherches, plus de nuances au primaire qu'au secondaire, mais encore une fois, pour préparer les élèves du secondaire, il faut peut-être commencer les devoirs un petit peu plus tôt à ce moment-là. Les impacts qu'on retrouve dans la recherche, si on regarde de façon plus détaillée, ce que ça nous dit, ça nous indique qu'il y a des conditions gagnantes à mettre en place. Il y a des critères auxquels il faut faire attention, et je survole rapidement. Il ne faut pas que les devoirs, ça prenne trop de temps. Il ne faut pas que ce soit chronophage. Ça vient du grec, ça mange du temps. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Il ne faut pas que les devoirs, et ça va être important peut-être pour vous les enseignants, il ne faut pas que ça alourdisse indûment votre travail. Hein? Parce que là, il y en a qui donnent des devoirs, puis ça leur donne beaucoup plus de devoirs à eux-mêmes comme prof. Donc, il ne faut pas que les devoirs alourdissent la tâche de l'enseignant. Il ne faut pas que les devoirs soient ni trop faciles, ni trop difficiles. Là, encore une fois, c'est des balises. Il y a des enseignants qui vont donner un défi aux élèves. Revenez-moi demain, expliquez-moi pourquoi la nuit est noire. Mais là, c'est un devoir difficile. Mais c'est court. Ce n'est pas un devoir de mathématiques, là, hein, où même le papa ou la maman ne sont pas capables de le faire. Non, c'est un devoir qui pose un défi. Pourquoi? Pour susciter la curiosité. Donc, il y a un autre objectif derrière ça. Les devoirs devraient, dans la mesure du possible, impliquer la famille. Impliquer la famille, là, et là, si vous êtes parent, vous allez tout de suite vous reconnaître. Moi, j'avais une balance à faire il y a quelques semaines. En vérité, c'est pas moi, c'est l'enfant qui avait la balance à faire. Hein, j'ai eu un lapsus, hein. Mais là, quand tu regardais le plan de la balance, tu te dis, coudonc, là, y a-tu un enfant qui est capable de faire ça? Aucun enfant qui est capable de faire ça. Aucun enfant de 4e année n'est capable de faire une telle balance avec le plan que j'ai vu là. Hein? Et là, quand tu es venu le temps d'apporter la balance à l'école, c'est compliqué. Tu ne peux pas prendre l'autobus scolaire, parce que la balance, ça ne rentre pas dans l'autobus scolaire non plus. Hein? Puis là, tu arrives à l'école, puis là, tu expliques à ton enfant, tu dis, puis les balances des papas et des mamans, ils étaient belles, parce que on s'entend que. Moi, il y en avait juste 2, on dirait qu'il n'y avait pas de papa et maman, puis qu'eux, leur balance, elle faisait pitié. Mais toutes les autres, les balances étaient correctes. Ah, OK. Des devoirs pour les parents, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. On évalue quoi? On évalue la capacité des parents à faire un travail? Ben oui, j'ai déjà passé à l'école et tout. Donc, on implique la famille, mais on veut que l'enfant soit en mesure de faire son travail de façon autonome. On veut un usage des technologies, parce que les technologies, oui, c'est une distraction, mais c'est aussi un avantage, et je vais en parler beaucoup. Et on veut aussi des devoirs qui pourraient peut-être stimuler la motivation des élèves. Maintenant, écoutez, il n'y a pas de secret. Les devoirs, déjà en partant, la connotation est négative. Il n'y a pas un élève qui va dire « j'aime faire mes devoirs ». Non. Mais il y a des éléments qu'on peut mettre en place pour favoriser la motivation des élèves dans les devoirs. Il faut prendre en considération les différences socio-économiques aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a des ressources à la maison pour faire tel type et tel type de devoir. Il faut prendre en considération les difficultés d'apprentissage, l'âge des élèves. Il faut les amener à être autonomes dans les devoirs. Il faut aussi, il y a plusieurs autres stratégies qui peuvent être mises en place. Et il faut que l'élève dispose des ressources dont il a besoin pour faire ses devoirs. Globalement, c'est ce que la recherche présente. La motivation, c'est important. Et pour les devoirs, tout de suite, la plupart des recherches montrent que les élèves ne sont pas motivés à faire des devoirs. Ben, rien de surprenant. Hein? Qui le serait? On vient de passer 5 heures sur les bancs d'école. On nous demande en plus de ça d'en faire 1 heure, des fois 2 heures, des fois plus à la maison. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que la question des devoirs, c'est une responsabilité tripartite. C'est la responsabilité de l'enfant, et puis il faut lui inculquer ça. Des fois, dans la vie, on fait des choses qu'on n'aime pas. Puis des fois, les devoirs, ça fait partie de ça. Donc, l'enfant en est responsable. L'enseignant a un rôle majeur à jouer. C'est lui qui donne le devoir. Le parent aussi. Et ce que les recherches montrent, c'est que la motivation peut être développée pour les devoirs. Alors,
on va prendre une image, la motivation est à moins 10, mais peut-être qu'à la fin de l'année, elle est à 0. Déjà, c'est pas pire. Hein? On a fait un progrès de moins 10 à 0. Mais peut-être qu'éventuellement, si les devoirs sont stimulants, ça pourrait arriver aussi, peut-être que les devoirs, à ce moment-là, la motivation serait de 2, 3, 4 ou 5 sur 10 ou peu importe. Il y a des déterminants qui permettent de favoriser la motivation pour les devoirs. Sentiment de contrôle, donner l'impression aux élèves qu'il y a un certain contrôle dans le devoir. Comment on fait ça? Il y a un enseignant fabuleux que j'ai vu dans sa classe. Il donne des choix de livres à lire. Il les oblige à lire un livre. Il dit, vous avez le choix parmi ces 10-là. Les 10-là, c'est lui-même qui les a choisis. Donc, c'est un faux choix. Mais les élèves ont l'impression, dans la classe de monsieur, on choisit. Ouais, OK, c'est bon. Hein? Des élèves disent que des devoirs où tu ne te sens pas bon chaque fois, c'est pas stimulant. Il faut développer le sentiment de compétence des jeunes. Des devoirs où il y a des éléments d'équipe aussi, c'est stimulant pour les jeunes. Puis il faut présenter ça de façon attrayante. Il y en a qui présentent un devoir, là. Ouf, déjà en partant, on n'a même pas commencé, puis ça n'a pas l'air intéressant. Donc, l'attrait doit être important. Et dans le livre, je présente 25 stratégies pour motiver les élèves, issues de la recherche, issues de ce dont je vous ai parlé maintenant. Donc, 25 stratégies qui sont là pour quoi? Qui sont là pour donner des balises. L'idée, ce n'est pas de toutes les mettre en place ensemble, c'est encore une fois de fournir certaines balises aux enseignants, aux parents, voire même aux élèves, pour être un peu plus motivés à faire ces devoirs. Les stratégies gagnantes à mettre en place, l'enseignant, moi je suis convaincu qu'il a un rôle majeur à jouer dans ça. Et les devoirs, on a vu des études au début, 0,29 globalement, 0,68 au secondaire d'impact, un impact très très fort au secondaire. Au primaire, c'est beaucoup plus complexe. Bien, il y a des conditions qui rendent les devoirs plus efficaces. Des conditions qu'on peut mettre en place qui rendent les devoirs plus efficaces. Et là, encore une fois, il y a beaucoup de jugements. Il faut rassurer les élèves, leur expliquer, là, les élèves, la pire des choses qu'on peut faire, c'est les envoyer à la maison avec un devoir, puis là, il y a un gros point d'interrogation, ils ne savent pas quoi faire, c'est pas simple. Hein, puis j'ai la chance de faire des supervisions de stage, puis j'ai des stagiaires très gentils, très bons. Ils posent la question aux élèves, est-ce que tout le monde a compris? Écoutez, ça fait tellement d'années que je vois cette question, j'entends cette question-là. Je pourrais dire, je la vois parce qu'il n'y a jamais une main qui se lève. C'est rare. Quand on dit, est-ce que tout le monde a compris? Personne ne dirait, bon, OK. Alors, pour demain, vous me remettez ce devoir. C'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut les rassurer, il faut soutenir les efforts par les élèves, pas nécessairement par les parents. Privilégier certains devoirs qui sont plus stimulants. Éviter une surcharge de correction. Ça, il faut se préserver comme enseignant aussi. Parce que les devoirs, il y a beaucoup de recherches qui ont montré que finalement, les devoirs, là, c'est une corvée, pas juste pour l'élève, pour les enseignants aussi. Là, je me dis, je peux bien comprendre qu'il y a certaines écoles qui ont décidé qu'on arrête les devoirs. Les parents en veulent, mais ils se plaignent parce que c'est une source de conflit. Les élèves n'aiment pas ça. On sait. Les enseignants, c'est une surcharge de travail. C'est wow. Allons-y doucement. Donc, et l'usage des technologies encore peut avoir joué un rôle dans ça. Donc, dans ce chapitre-là, c'est vraiment un chapitre idéal pour les enseignants. Et on explique plusieurs stratégies pour que les devoirs, ça se passe bien en classe, établir des routines, mettre en place des règles, communiquer avec les parents de façon régulière, informer les élèves sur ce qui s'en vient, sur ce qu'il va faire, soutenir les parents si besoin est, des ressources à mettre en place, montrer aux élèves comment s'organiser, des choix, etc. Donc, plusieurs stratégies à mettre en place. Et sans perdre de vue, on veut éviter la surcharge de travail. On n'est pas obligé d'avoir des devoirs qui vont vous demander 20 minutes de correction par élève quand vous êtes au secondaire. Mais en même temps, si on ne vérifie jamais les devoirs, les élèves ne les feront pas. C'est prouvé dans les recherches aussi. Donc, il faut trouver un équilibre avec tout ça. Et un bon usage des technologies. Apprendre aux élèves à s'organiser, c'est quelque chose d'important. Il y a énormément de recherches qui ont montré aussi que c'est quelque chose qui est, on ne va pas dire inné, qui est plus naturel chez certaines personnes que d'autres. Et puis je suis certain qu'il y en a qui ont 2 ou 3 enfants, puis il y en a un qui est bien organisé, puis l'autre, on ne sait pas comment ça se fait, par où qui est passé, mais ça ne marche pas fort. Pourquoi apprendre aux élèves à s'organiser? Parce qu'il y a beaucoup de recherches, encore une fois, qui ont montré que si on est organisé, on est meilleur dans les devoirs. Et une bonne réalisation des devoirs, ça passe par une bonne organisation. L'enseignant a un rôle important à jouer dès la maternelle. On doit apprendre aux jeunes à s'organiser. Et comment est-ce qu'on lui apprend à s'organiser? Bien là, encore une fois, il y a plusieurs stratégies. On peut mettre des routines en place, un calendrier, leur apprendre à utiliser un calendrier. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place, mais ça, c'est un chapitre qui est vraiment pour l'élève, pour le volet organisation. C'est important. Leur montrer comment prendre des notes au secondaire, leur montrer
la gestion de plein de choses. Ça passe même par le sac d'école, des fois, la gestion du sac d'école. Donc, l'organisation, puis ceux qui ont des enfants, des fois en 5e, 6e année du primaire, le sac d'école, ouf, quand tu regardes ça, tu dis, bon, je pense qu'à la fin de l'année, on va le jeter parce qu'on ne peut même pas le réutiliser tellement. Donc, la gestion passe, ou l'organisation passe par différents aspects. Je vais passer juste quelques minutes sur l'apport des technologies parce que je trouve ça important. Et là, c'est un chapitre, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Moi, je me dis que c'est une belle façon pour les enseignants de montrer aux élèves comment utiliser certains outils numériques pour faire leurs devoirs. Et les technologies, c'est pas juste pour faire ses devoirs à la maison, c'est aussi une stratégie pour que l'enseignant donne des devoirs, pour qu'il gère les devoirs. Et dans ce chapitre-là, ce que je présente, c'est 30 usages de technologie pour les devoirs scolaires, des usages que je trouve vraiment intéressants. Je parle de plusieurs choses, et là, j'y vais juste en images très rapidement. Je parle d'AlloProf, une ressource, là, je ne peux même pas vous imaginer combien c'est fabuleux, AlloProf. AlloProf, là, ils ont une ressource, je me montre même des images qui ne sont même pas dans le livre. Ils ont une ressource par texto. Tu as besoin d'aide en français, tu textes. Puis moi, j'ai dit, je suis chercheur, je vais faire une recherche, je vais texter AlloProf, hein, je vais me faire passer pour un élève, j'ai un problème. Et j'ai pris un livre de français au secondaire. Bonjour, j'aurais une question sur l'accord des participes passés des verbes pronominaux. C'est dans mon livre de français, 4e secondaire. Hein. Je ne comprends rien. Je me suis dit, un élève pourrait dire ça. Combien il y avait des comptes? Mais j'ai fait exprès, je suis un élève. Moi, j'ai mon correcteur dans mon téléphone, c'est pour ça. Certainement, tu vas aller voir la fiche de notre site Internet. Celle-là est bien expliquée. Va voir ce lien et viens me dire ce que tu ne comprends pas. Je n'ai pas trouvé. Elle me redonne le lien. Merci. Ça me fait plaisir. Si tu as d'autres questions, reviens-moi. Hein, là, j'ai posé une question en mathématiques. Bonjour, tout à l'heure, en mathématiques, je ne comprends pas la différence entre variable dépendante et indépendante. Va voir ce lien. Là, j'ai cliqué là-dessus. Il y avait comme 32 affaires. Je dis, 32 affaires, c'est trop. Je suis un élève, là, je ne comprends pas. Elle dit, va voir ce lien précisément. Merci. Et voilà. Donc, ça fonctionne. Quand est-ce que j'ai eu la réponse? Dans les secondes qui ont suivi. Hein? Puis j'en ai testé d'autres aussi, mais à chaque fois, c'était bon. Il y a beaucoup d'autres ressources technologiques qu'on peut utiliser. Avec mon propre enfant, je l'ai amené à découvrir Bon Patron. D'abord, c'est gratuit. Bon Patron, ce qui est bien, là, c'est qu'il ne fait pas juste corriger tes fautes, il t'amène à réfléchir. Et ça, mon plus petit n'aime pas ça. Il me pose des questions, il m'énerve. C'est parfait. C'est votre papa qui t'énerve. Là, c'est Bon Patron qui t'énerve. Après ça, avec le prof, on fait d'autres choses. Hein, mais par exemple. Et donc, ici, il faut écrire appel. Par exemple, on fait appel. Il t'explique pourquoi, de les règles en bas, que ça les embête, mais c'est bien. Alors, avant de faire un texte, tu le passes à Bon Patron. Puis quand Bon Patron il dit que tout est bon, ça ne veut pas dire que tout est bon. Mais déjà, il y a comme eu un travail de fait. Puis il y a une réflexion qui s'amorce chez lui. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, je présentais des outils comme ça. La maîtrise du clavier. La maîtrise du clavier, je vous dirais, tu pourrais compte, il y en a beaucoup qui montent ça à l'école tape-touche, par exemple. C'est bien, il y a des jeunes qui tapent plus vite que d'autres, mais j'en ai vu quand même dans certaines écoles secondaires avec 2 pouces me faire un texte de 300 mots dans un temps record. Alors, la maîtrise du clavier, je me dis, ce qui est important, c'est pas d'avoir le bon doigté, c'est peut-être d'arriver à taper rapidement. Moi, à l'école secondaire, j'avais un cours en option, puis j'avais le choix entre des cours étranges et dactylo. J'ai pris dactylo, donc ça me vieillit un peu. Et dactylo, il n'y avait pas de lettres sur mes touches, alors j'ai appris dactylo comme ça. Mais j'ai réussi à développer un doigté. Donc l'idée, c'est pas un doigté spécifique, mais peut-être d'apprendre à taper vite. Il y a des ressources en mathématiques comme CAD Academy. C'est tout à fait exceptionnel avec énormément de vidéos en français. Il faut apprendre aux élèves à faire des recherches. Les élèves, là, au secondaire, il y a un projet à faire, ils vont sur Internet, ils Google. Pourquoi on ne leur montrerait pas en classe comment faire des recherches sur Internet? Et donc, dans le livre, je parle d'amener les élèves à bien chercher sur Internet. Au secondaire, à la fin du secondaire, on leur demande des fois comment mettre des références dans un travail. Il y a des applications, là, tu scannes un livre et pouf, automatiquement, tu as la référence qui apparaît. Écoutez, plus besoin de faire les bibliographies comme avant. Je dis, mon Dieu, c'est merveilleux. Il y a de plus en plus d'enseignants qui utilisent pour les devoirs des pages Facebook. Là, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup peur de ça. Donc, dans le livre, ce que j'explique, je dis, attention, page Facebook, on n'est pas amis avec ses élèves. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un compte Facebook pour avoir une page Facebook avec vos élèves. Vous cliquez ici, créer une page, et vous créez une page dont vos élèves sont membres, et donc vous êtes celui qui diffuse l'information, qui contrôle l'information. Si vous ne le faites pas, moi je vous dis, dans très peu de temps, surtout à la fin du secondaire, les élèves vont déjà avoir créé leur page Facebook pour votre classe, et je me dis des fois, mieux vaut peut-être avoir le contrôle sur ce qui se dit autour de votre cours. Hein? Puis, comme façon de rejoindre les élèves pour les devoirs, c'est une façon intéressante, il y a beaucoup de recherches qui ont quand même montré que c'est intéressant. Moi, j'ai adoré cette application-là qui s'appelle LeechBlock. Tu peux t'auto-bloquer sur les réseaux sociaux et tu contrôles combien de temps. Et pire que ça, tu vois tes statistiques. Utilisez ça même pour vous-même des fois.
Combien de temps est-ce que j'ai passé sur Facebook cette semaine? Alors, LeechBlock, malheureusement, te le dit. Ah! Hein? Tu as passé 32 heures. Et là, tu peux dire, OK, je me bloque entre 4 heures et 6 heures. Pourquoi? Parce que là, je vais faire des devoirs sans Facebook. Et après ça, je me mettrai sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a plusieurs applications comme ça qui te permettent aux élèves de se responsabiliser dans l'usage des réseaux sociaux. Une application qui a fait, écoutez, fureur aux États-Unis, elle s'appelle Remind. Ça permet d'envoyer des textos aux élèves. Les élèves ne connaissent pas votre cellulaire, vous ne connaissez pas le leur, c'est une interface web qui permet de faire ça. On crée son message, on dit quand est-ce qu'on va envoyer. L'élève, là je vous montre une capture d'écran, reçoit un message personnalisé avec des liens pour les devoirs, etc. L'élève a l'impression que vous lui avez écrit de façon personnelle le soir à 13h30 ou à 15h, peu importe. Il pense que le prof, il m'envoie des textos le soir. Non, le prof, il n'envoie pas des textos à 130 personnes le soir entre 7h et 8h, c'est pas vrai. Mais si tu crois ça, tant mieux. Dans l'État de New York, ils ont mis ça, ils ont testé ça dans une commission scolaire, un regroupement d'écoles. Écoutez, ils ont dit dans les résultats de l'enquête qui est sortie il n'y a pas longtemps, 7% de plus de réussite. Pourquoi? Parce que les élèves se sentent en contact avec l'école de façon régulière et ça les amène à s'organiser. N'oublie pas, demain matin, l'examen, voici ce qu'il faut étudier, etc. Donc, Remind, combien ça coûte? Ça coûte rien. On se met par texto, c'est en français, c'est en anglais, mais c'est vous qui contrôlez le message qui peut être envoyé. Il y a beaucoup de portails scolaires qui existent. Hein. Il y a Edmodo qui est gratuit. Il y a des portails scolaires dans certaines écoles qui sont payants, etc. Écoutez, les portails scolaires, les parents qu'on a rencontrés, que j'ai rencontrés, ils trouvent ça épouvantable. Pourquoi? Il faut se loguer, il faut rentrer, c'est compliqué, c'est lourd. Puis là, tu arrives aussi, puis là, tu veux juste savoir si ton enfant, c'est-tu vrai qu'il n'y a pas de devoir à soir? Mais là, tu ne sais pas. C'est juste ça que je veux savoir. Le reste, la vie de l'école, le calendrier, c'est parfait. Donc, il y a d'autres applications qui s'appellent Léa. Écoutez, ça, c'est délicieux. Tu reçois des alertes. Tu sais, comme un peu ceux qui ont des téléphones intelligents, là, ça peut être sur Internet, c'est pas juste sur téléphone. Tu reçois des alertes. Hein? Puis qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les communiqués de l'école, ça ne m'intéresse pas. Tu sais? Mais les notes, hein, les devoirs, les travaux. Et là, ils ont toutes fait une interface pour répondre aux besoins des parents. Tu reçois des alertes. Si tu ne veux pas les recevoir, tu désactives. Tu veux juste voir certaines alertes, les devoirs, tu actives juste les alertes. Comme parent qui est occupé, comment tisser des liens avec les parents, les amener à s'impliquer à l'école secondaire, c'est intéressant. Il y a beaucoup de recherches qui ont montré que les élèves ne savent pas organiser leur temps. Il faut les amener à planifier et c'est une habileté très, très, très complexe. Les technologies peuvent aider. Un jeune va dire « mon devoir de maths, ça va me prendre 10 minutes. » Ça lui prend 40. Mais là, 40, ça vient tout mettre en l'air. Comment il avait prévu passer son temps pour les devoirs. Il faut développer ça et les technologies peuvent aider. Il y a une panoplie de logiciels avec des sabliers virtuels ou autres. En tout cas, il y a plein de choses. Il y a des sites de ressources de profs. Brigitte, prof, il y en a beaucoup d'autres sites que Mme Brigitte, mais plein de sites de ressources pour aider les enseignants, mais pour aider les parents et les élèves aussi. Il y a des outils comme NetMath, qui sont juste à côté, l'étage au-dessus, je pense. Bien, les élèves ont l'impression de s'amuser en faisant des maths. Ils s'améliorent en bout de ligne. Hein? Il y a d'autres applications aussi sur les tablettes ou autres. TapMath, les élèves ont l'impression de jouer, ils comparent leur score, etc. Il y a des applications, hein, puis là, il ne faut pas faire ça tous les soirs, qui permettraient aux élèves d'écrire des textes hein, sur une même application, un peu comme Google Docs, mais d'autres applications similaires. Ils sont plusieurs à écrire un texte de façon simultanée. Il y a des applications comme Padlet qui vous demandez aux élèves, lisez votre texte et vous les regardez telle vidéo, et le soir, votre devoir, c'est quoi? Juste de mettre un post-it. Un post-it, et tu vas avoir tous les autres post-it des amis dans la classe. Mais là, les enseignants qui mettent ça en place, c'est pas long comme devoir. Tu regardes une vidéo qui fait 5 minutes sur la chasse-galerie, devoir de français au secondaire, et chacun doit mettre un mot sur qu'est-ce qu'il a pensé de la vidéo. C'est pas très long. Il y a des devoirs aussi avec des livres numériques, c'est intéressant. Les élèves au secondaire, ils ont des travaux à faire, ils vont souvent utiliser des images. Pourquoi on ne leur montre pas des banques d'images? Et là, les élèves du secondaire, j'ai rencontré, ils m'ont dit, monsieur, on ne veut pas devenir ami de tous les sites sur la Terre. Tu sais, il y a un site d'images, il faut que tu rentres ton nom. C'est compliqué, ils préfèrent prendre des images n'importe où. Ça, c'est des sites d'images où tu n'as pas besoin de t'inscrire. Tu rentres, c'est exempt de droit, tu rentres là-dessus. Il y a d'autres outils que je présente là-dedans, comment créer des nuages de mots, des calculatrices gratuites. Il y a un élève du secondaire qui m'a fait rire, il m'a dit, là, monsieur, les gros fichiers, là, tu prends ge.tt, tu t'inscris pas, tu mets rien, tu rentres ton fichier, tu envoies le courriel à ton ami, paf, il reçoit ça, merci, bonjour. Tu n'es pas ami du site, je ne veux pas être ami du site, c'est parfait. Et il y a une panoplie d'outils comme ça. Écoutez, même des enregistreuses pour enregistrer des choses, etc. Il y en a même qui ont dit, il y a des sites de musique pour étudier. Et là, je suis allé tester moi-même. Au début, je n'y croyais pas trop. Hein.
Finalement, il y a comme une centaine de sites de la musique sans parole pour étudier. Là, il y en a qui disent que Mozart, c'est mieux pour les maths, etc. J'y crois pas, mais l'idée, c'est que peut-être qu'une certaine musique, ça pourrait aider certains types d'élèves. Dernier chapitre, ça présente des conseils pour les parents. Et l'idée, c'est de trouver un juste équilibre. On veut aider, mais on ne veut pas trop aider. Puis surtout pas faire le devoir à la place des enfants. Et là, 25 stratégies sont présentées. En conclusion, dans la minute qui me reste, éliminer les devoirs, pour moi, ce serait une grave erreur. Au primaire, on devrait garder les devoirs. Donc, les devoirs, ça a un impact, il y a des balises, et c'est ce que je vous présente dans ça. Je vous remercie. On a quelques minutes encore pour répondre aux questions. Merci beaucoup.